Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la question de la procédure de licenciement. Lorsque le salarié en fait l'objet, bien souvent, lorsqu'il va la recevoir, cette lettre, parce qu'il reçoit une lettre de convocation, le salarié est bien souvent dans un état de stress et d'anxiété. Et donc, disposition légale oblige, l'employeur sera tenu de l'informer du droit d'être assisté par un salarié appartenant à l'entreprise ou un élu du personnel ou encore éventuellement un conseiller du salarié. Généralement, la liste se trouve auprès de la DIREX, de la DRIETS maintenant, c'est en gros l'inspection du travail. L'objet de cet entretien sera un peu ambigu. Généralement, c'est une formule toute faite qui est rédigée comme suit. Vous êtes convoqué à un entretien pour une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Alors lorsque le salarié reçoit ça, il se dit d'emblée, je vais être licencié. Et donc, il n'y a pas plus d'informations. En effet, ni les griefs, c'est-à-dire les reproches que l'employeur entend faire au salarié, ni les éléments de preuve dont il pourrait disposer pour éventuellement justifier la sanction qui viendra à venir, ne sont obligatoires. C'est-à-dire que l'employeur n'a même pas l'obligation de dire au salarié dans cette première convocation, dans cette lettre, les motifs réels, les motifs pour lesquels il le convoque. Premièrement et deuxièmement, les éventuels mails, les rapports, etc., non plus aucune obligation pour l'employeur de les transmettre aux salariés. Donc, comme je vous disais, là vous comprenez mieux pourquoi le salarié, quand il reçoit cette lettre, il est en état de stress. On est bien d'accord. Et donc 5 jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de ce courrier, parce que l'employeur peut l'envoyer par recommandé accusé de réception, ou alors la remettre en main propre au salarié contre récépissé. Eh bien 5 jours à compter de ce moment, le salarié sera convoqué. Il rencontrera un membre de la DRH et éventuellement son encadrant, son manager ou son directeur de service, son responsable de service, bref, vous l'aurez compris, généralement il se retrouve à 2 contre 1. Quand même bizarre. Pour une procédure qui doit être équitable, qui doit être menée loyalement, ah non, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Le salarié est tout seul, il ne connaît pas les motifs pour lesquels il est vraiment convoqué, et en plus il se retrouve à 2 contre 1. Et ça, dans un flou total, rappelez-vous, de ce qu'on entend lui reprocher. Alors moi, je me suis penché un peu sur cette question, et effectivement, la Cour de cassation, dans un arrêt qu'elle a rendu en avril, le 6 avril 2016, le numéro, pour ceux que ça intéresse, 14 23 198, publié au bulletin, c'est-à-dire que c'est un arrêt qui a reçu une large diffusion. Dit autrement, la Cour de cassation veut que tout le monde soit au courant de cet arrêt. Et donc, dans cet arrêt, si vous regardez le second moyen, il est dit que cette décision a été rendue au nom de la loyauté. Selon la Cour, la loyauté a été respectée. Moi, je pense qu'elle vise l'article L1222-1 du Code du travail, premièrement, et deuxièmement, elle nous dit que le respect des droits du salarié a été satisfait. C'est quand même pas rien, là. Et là, elle vise expressément l'article 7 de la convention numéro 158 de l'OIT. Pour ceux que ça intéresse toujours. Et dernièrement, et là j'étais sidéré, elle vient nous dire que les droits de la défense, c'est quand même pas rien, n'ont pas été violés. Et là, les droits de la défense, pour moi, c'est très clair. On vise l'article 6 de la CEDH et ensemble l'article 6 et 9 du Code de procédure civile. Donc, le combat est clairement déséquilibré.
Et pour moi, s'il veut faire face efficacement, le salarié doit être au mieux éclairé et mieux armé. Donc pour ce faire, on va lui faire quelques révélations. On va lui révéler le but caché poursuivi par l'employeur. La stratégie. La stratégie. Parce qu'en réalité, tout est question de stratégie. Il faut savoir que l'employeur se servira de cet entretien pour tenter d'assurer la bonne pérennité de sa démarche au regard d'une éventuelle contestation devant le Conseil des prud'hommes. Et donc l'entretien lui permettra de savoir si et comment le salarié est en mesure de se défendre. C'est ça son intérêt. Par conséquent, lorsque le salarié tentera de se défendre, ce qui est normal, c'est naturel, quand on se sent attaqué, premier réflexe, on se défend. Et donc, sans le savoir, le salarié va renseigner l'employeur sur ses propres faiblesses. C'est-à-dire que, à la lumière des précieuses informations que l'employeur aura reçues du salarié, au regard des informations précieuses que le salarié aura données à l'employeur, eh bien, il n'aura plus qu'à choisir les griefs, c'est-à-dire les reproches, sur lesquels le salarié, au final, n'aura pas su se défendre. Vous voyez, c'est super vicieux en réalité. Et donc, le salarié, s'il veut mieux s'en sortir dans ce cas de figure, première chose à faire lorsqu'il reçoit cette lettre, immédiatement, surtout pour les salariés qui travaillent sur ordinateur, qu'il fasse un copier-coller de tous leurs mails, de toute la boîte mail professionnelle. Et éventuellement, s'ils peuvent récupérer des rapports d'entretien, des choses comme ça, qu'ils le fassent. Et donc, deuxièmement, se rendre à l'entretien. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si ils ont l'obligation de se présenter à cet entretien. Eh bien non, aucune obligation pour le salarié. Le salarié a le choix d'y aller accompagné d'un conseiller du salarié ou d'un salarié de l'entreprise ou éventuellement d'un membre du CSE ou d'un défenseur syndical également. Il a le droit. Eh bien, l'efficacité de ces personnes, en réalité, elle est nulle. Elle est nulle, quasi nulle, quasi nulle. Parce que même eux, en réalité, n'ont pas accès aux motifs. Et sont comme le salarié, même en moins bonne position que le salarié au final. Parce que le salarié, au final, il peut essayer de trouver des petites informations en demandant à droite à gauche de savoir ce qui se passe. Mais le conseiller du salarié ou les autres ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc en réalité, on va y revenir, le conseiller du salarié ou un éventuel salarié ou autre, il y a un intérêt à ce qu'il soit présent lors de cet entretien. On le verra plus tard. Mais revenons sur la question de la présence obligatoire ou non du salarié lors de cet entretien. Non, ce n'est pas obligatoire. Et en réalité, si vraiment le salarié est irréprochable sur son travail, s'il sait qu'il n'a commis aucune faute, qu'il a toujours fait son maximum pour que son travail soit incontestable, non, qu'il n'y aille pas. Qu'il n'aille pas à cet entretien. Et qu'il n'y aille pas parce que, forcément, quand l'employeur, parce qu'en face, l'employeur c'est un professionnel, il a l'habitude de mener des procédures de licenciement. Il a l'habitude de, entre guillemets, poser des questions, piquer un peu le salarié, de sorte qu'il se mette à répondre. Et c'est là, comme je vous ai dit, que le bât blesse pour le salarié. La moindre réponse qu'il fera, l'employeur saura si il a des éléments pour se défendre ou s'il n'en a pas. Et donc, pour moi, je dirais que, comme je vous disais, si le salarié est impeccable, irréprochable, qu'il n'y aille pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, c'est l'employeur qui est en difficulté. L'employeur va arriver pour rédiger sa lettre. Feuille blanche. Il va se dire, mais qu'est-ce que je peux mettre ? Qu'est-ce que je peux mettre de façon à être sûr et certain que le salarié n'ait pas les éléments pour se défendre. Il ne saura pas le faire. Donc,
c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre l'employeur en difficulté sur ce point. Deuxièmement, si le salarié se rend à l'entretien, alors, désormais, vu que les enregistrements clandestins sont recevables devant le Conseil des prud'hommes, charge ensuite au conseiller de, c'est un peu technique, mais de vérifier si le salarié n'avait aucun autre moyen de faire la preuve de ce qu'il présentera, des éléments sur lesquels il va essayer de se défendre. Et donc, si véritablement pour le salarié c'était le seul moyen de faire la preuve de ce qu'il va avancer, à ce moment-là, le juge retiendra cet enregistrement illégal. Et si en revanche il a beaucoup d'éléments matériels, des preuves, des rapports, etc., des attestations de témoignages, et qu'il n'y a aucune contestation sur ces documents, alors il écartera l'enregistrement clandestin. Mais on voit bien dans les deux situations qu'au final, la preuve, l'enregistrement clandestin, est reçue. Donc, vaut mieux anticiper et donc enregistrer ce qui va se passer. Troisièmement, la preuve de ce qui se sera passé pendant l'entretien est importante dans le sens où la lettre qui sera rédigée par l'employeur, la lettre de licenciement, va venir cloisonner le débat. Ce qu'il y aura dans la lettre va servir dans la contestation. C'est-à-dire que une fois que la lettre est rédigée, c'est terminé, on ne parle rien d'autre que de ce qu'il y a dans la lettre. Et ça, c'est une jurisprudence très bien assise qui le dit. Et donc enfin, il faut savoir que dans le cadre d'une contestation devant les prud'hommes, chaque partie, et surtout pour l'employeur, alors ça va dépendre aussi de la faute, mais par exemple dans le cas d'une faute grave, c'est d'office, c'est l'employeur qui a obligation de prouver tous les griefs dont il fait au salarié. Et là, s'il y a un seul grief qui n'est pas prouvé, c'est automatique, le licenciement est qualifié sans cause réelle et sérieuse. Dit autrement, le salarié a gagné. En revanche, quand ce n'est pas un licenciement pour faute grave, eh bien, chaque partie aura la charge de prouver ce qu'elle allègue. Donc si l'employeur dit « le salarié a fait telle faute, A, B, C, D, E, F » comme faute, il faudra qu'il ramène la preuve des fautes A, B, C, D, E, F. En revanche, le salarié, bien évidemment, lui dira « ah ben non, moi je n'ai jamais commis ces fautes ». S'il dit qu'il n'a jamais commis ces fautes, forcément il n'y a pas de preuve. Alors éventuellement, il peut ramener des attestations de témoignages de ses collègues disant qu'effectivement, le salarié n'a jamais commis de faute. Et là encore, il y a un article du Code du travail qui est très très clair sur ce point. C'est l'article, pour ceux que ça intéresse bien évidemment, L1333-1 du Code du travail, qui est très très clair, qui dit que l'employeur et le salarié doivent amener les preuves, et si jamais, c'est là que ça devient intéressant et que c'est complètement différent du pénal, si il n'y a aucune preuve, ça crée un doute. S'il y a un doute, il profite au salarié. S'il y a un doute, il profite au salarié. Là où au pénal, s'il y a un doute, le doute profite à l'accusé. Et donc, je pense qu'on en a fini pour ce premier point. Je vous ferai une deuxième vidéo sur... Alors, il se peut que des fois, l'employeur adresse des sanctions moins lourdes aux salariés, des avertissements, des blâmes, des mises à pied conservatoires ou disciplinaires. On fera une deuxième vidéo sur ce point, je vous dirai comment on peut faire annuler ce genre de sanctions. Parce qu'il faut savoir que plus vous avez de sanctions, plus vous êtes sujet à un licenciement à la fin.
À bientôt.